Bonjour, je vous ai plusieurs fois parlé du film Les femmes du sixième étage. Ce que vous ne saviez pas, ou ce que bien sûr vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouviez pas savoir, c'est que c'est la culpabilité que je ressens en regardant ce film. Alors, c'est une histoire, pour moi, c'est une histoire qui représente ma vie. Pourquoi ma vie? Eh ben, parce que l'Éternel m'a donné une chance que jamais une intelligence artificielle n'aurait su créer. Jamais. L'Éternel m'avait donné la chance, je dirais pas qu'il me l'a reprise, mais il me l'avait donné, de mettre sur ma route une femme comme ça. En effet, ce que vous ne savez pas forcément, certains le savent, mais d'autres ne le savent pas, c'est que pendant cet été 1981, alors que la France était en ébullition, moi j'étais en le contraire de l'ébullition. J'étais en grande dépression. Et l'Éternel, m'ayant sans doute remarqué, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, il m'a mis sur la route une des femmes du sixième étage. C'est la même histoire que celle du film, approximativement. Alors que le banquier là vivait dans le 16e arrondissement, tranquillement, avec une épouse et des enfants, mais surtout un bon salaire, certainement, de bonnes dividendes. Moi, je vivais, pas dans le 16e arrondissement, mais je vivais à Cannes, et j'étais monté, comme je le faisais pour la 3e fois, j'étais monté en Savoie, me reposer en Savoie. Et l'Éternel nous a, pour des raisons différentes, vraisemblablement, a mis sur nos routes, c'est-à-dire, il m'a mis sur la route de celle qui allait devenir ma femme. Moi, il a mis sur ma route celle qui allait aussi devenir ma femme. Et nous nous étions rencontrés. À ce moment-là, c'était pas beaucoup différent des femmes du 6e étage. Ma femme était espagnole et avait eu une durée de travail, un travail très pénible quand elle avait quitté son village, Moreda. Pour ceux qui ne connaissent pas Moreda, ben, j'essayerai de mettre des images de Moreda. Si j'arrive à en mettre, je les mettrai. Et donc, elle n'en pouvait plus de travailler à la ferme. Son travail lui demandait 15 heures par jour et peut-être même certainement davantage. Elle n'en pouvait plus de travailler à la ferme et aucun espoir se présentait pour elle. Donc elle avait quitté sa terre natale et son village natal pour partir à la ville. D'abord en Catalogne, où elle n'a pas trouvé ce qu'elle escomptait. Après pour Lyon, dans le centre de la France, où ça s'est très mal passé, vraiment très mal. Elle avait aucun jour de congé, absolument aucun jour, malgré que nous étions quand même à une autre époque que dans les femmes du 6e étage. Là, je vous parle des années 70, et même avant, puisque quand elle est arrivée en France, il y avait encore le général de Gaulle.
Ce qui me fait penser que dans le film Les femmes du 6e étage, à un moment, Lucioni, Fabrice Lucioni, téléphone à la maison, non pas pour donner un message à sa femme, hein, mais parce qu'il a envie de parler quelques minutes avec la personne que vous savez. Hein. Il est téléphone, il lui dit « Allô, c'est le général de Gaulle ?»« Non, comment? Mais il faut pas croire ce qu'on vous dit. » Ça, c'est un moment rigolo du film. Hein. Et puis, ma femme se trouvait dans la même situation. Hein. Elle était à Paris, elle avait divers emplois, mais des emplois très durement, plus ou moins très durs, hein, très durs. Hein. Et elle a eu la chance aussi de travailler à un moment pour un compositeur de musique que je ne nommerai pas parce que je n'ai peut-être pas le droit de le faire, hein, qui est venu à Cannes après, à un moment donné, et qui a présenté qui était la personne, chaque année, vous savez qu'à Cannes, il y a quelqu'un de désigné pour être celui qui dirige le festival, hein, enfin, qui le dirige d'une certaine façon. Hein. Donc, ma femme, je vous disais, elle avait un travail très difficile, des travaux très difficiles à Paris. Hein. Elle travaillait énormément, hein, énormément, au moins 15 heures par jour, hein, c'est-à-dire beaucoup trop. Hein. Et donc, le hasard, il n'y a pas de hasard, ça pouvait pas être le hasard, ça pouvait être qu'une réponse à nos attentes, hein, aussi bien de son côté que du mien. Hein. Nous sommes, cette année-là, 1981, elle partait de Paris, et moi je partais de Cannes, elle partait en train, moi aussi, tous les deux, mais pas les mêmes trains, les trains dans l'autre sens. Et nous nous sommes retrouvés en Savoie, nous nous sommes retrouvés. Et quand je l'ai vu, je l'ai déjà dit, mais je ne cesserai pas de le dire, j'aurais dû le comprendre beaucoup plus. Ce fut une illumination pour moi, hein, une véritable illumination. Une illumination qui ne se reproduira jamais et que je ne souhaite pas qu'elle puisse se reproduire, parce qu'elle ne peut pas se reproduire, cette illumination. Hein. Nous nous sommes tout de suite compris, hein, tout de suite compris. Hein. Et donc, je lui ai dit, mais puisque tu habites Paris, puisque moi j'habite Cannes, puisque tes emplois ne sont pas sûrs, et puisque moi j'ai un emploi sûr, hein, j'avais un emploi sûr à ce moment-là, et même j'en avais trouvé un deuxième, parce que le premier était dans le casino, et après j'avais eu la possibilité de rentrer à la mairie de Cannes. Donc, viens donc un moment chez moi pour te rendre compte de ma ville, et si nous nous entendons, enfin. Et nous avons donc décidé, en cette même période, hein, de l'été 1981, nous avons décidé, plus que ça, nous avons immédiatement décidé de nous marier. Pas de nous marier pendant l'été, mais de nous marier, nous avons décidé de nous marier aux fêtes de Noël. Hein. C'est-à-dire, c'était le meilleur moment pour que sa famille en Espagne se réunisse, hein, parce que ses parents, donc mes beaux-parents, habitaient à Moreda, hein, un petit village, si je peux, je vous l'ai dit, je le mettrai dans la vidéo, et moi j'habitais à Cannes et mes parents habitaient Cannes. Hein. Donc, nous avions décidé de nous marier durant les fêtes de Noël. Hein. Alors nous avions aussi décidé qu'elle donnerait ses démissions à ses emplois, hein, à ses employeurs. Hein. Donc elle leur dirait, eh bien, écoutez, et pour raison légale, parce que lorsqu'on se marie, c'est une raison légale du chômage, mais ma femme n'a pas utilisé le chômage. Hein. Quand elle est venue, elle a dû y rester une quinzaine de jours au chômage, et pas plus. Et tout de suite,
tout de suite se mettre à travailler parce elle était très travailleuse, hein. Comme dans le film Les femmes du 6e étage, hein. Et la beauté, c'était une beauté qui, si elle faisait du cinéma, je vous dirais, c'était une beauté qui crève l'écran, hein. Donc, elle est venue à Cannes, hein. Elle a connu ma famille, elle s'est installée là où j'habitais, hein, une sorte de entre le studio et une pièce, hein, pratiquement une pièce, hein. Il n'y avait pas de chambre, il n'y en avait qu'une, et nous avons décidé, nous avons confirmé notre souhait de nous marier à mes parents, hein, nous l'avons confirmé à mes parents, notre souhait de nous marier à la fin de l'année 1981. Tout s'est donc passé en 1981, tout s'est donc passé. Et c'est là qu'a commencé pas là immédiatement, mais un peu plus tard, qu'a commencé la drame. Ma femme me disait souvent, mais tu me comprends pas, tu me comprends pas, tu ne me comprends pas. Et en effet, il a fallu que se passe la période où elle tombe malade, où elle tombe gravement malade, ou du moins elle était déjà tombée malade 10 ans avant, 8 ans on va dire avant son décès, hein. Mais quand elle est tombée malade, ça a été très progressif, très progressif. Et c'est seulement à partir du moment où elle est tombée malade que j'ai commencé à comprendre ma femme, hein. C'est-à-dire que pendant 30 ans, j'avais eu le bonheur de vivre à côté de quelqu'un que je ne comprenais pas, que je ne savais pas comprendre, ou que je ne me donnais pas la peine de comprendre, ou que j'étais trop bête pour pouvoir comprendre, hein. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de lui demander pardon, Je crois, mais ceux qui me connaissent le croient aussi, que les derniers temps quand sa maladie avait commencé à se développer davantage, hein, c'est-à-dire qu'elle avait attrapé la maladie d'Alzheimer, et quand la maladie avait commencé à se développer beaucoup, à se développer énormément, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre comment était ma femme, hein, comment elle était. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est que pour confirmer que je ne sais pas s'il y a un au-delà, je ne sais pas. Officiellement, les athées, hein, et je ne suis pas un athée, je suis agnostique, les athées pensent qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien, c'est-à-dire les athées ne croient pas aux âmes, ne croient pas à l'âme, hein. Moi, j'ai comme espoir que les âmes existent, hein. J'ai comme espoir que les âmes existent et que la sienne et la mienne pourront se retrouver. Je ne dis pas que cet espoir est sûr, parce que j'ai très peu de chances de le mériter. Mais en tout cas, je me dis, tu ne méritais pas la femme formidable que tu as épousée. Tu ne méritais pas la personne que tu as épousée. Tu ne la méritais pas. Et quand je me regarde dans le miroir, parce que là où je suis, se regarder dans le miroir, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Il faut se regarder dans le miroir, hein. Il faut absolument se regarder dans le miroir. Et justement, c'est pour ça que je dis, je pense que les derniers temps de sa vie, quand nous sortions presque plus, hein, qu'elle ne sortait presque plus de l'appartement, et que nous restions presque
que nous restions, comment dire, nous restions à nous observer l'un et l'autre, hein, elle à m'observer, moi à l'observer, à se parler quelque peu, quelques mots, hein. J'ai commencé à m'excuser, j'ai commencé à lui demander pardon. Bien sûr, ça nourrissait tout, hein. Je lui ai fait subir une dizaine d'années de mon mauvais caractère ou de mes contrariétés incessantes, hein. Même pas que de mon contrariété, de mon espièglerie. Parce que, hélas, la nature avait fait de moi quelqu'un de très espiègle. Hein. C'est comme ça. On a tous des défauts, hein, on a tous des défauts. Moi, mon défaut principal, c'est d'être espiègle. Hein. J'aimerais tant ne pas l'être, mais je le suis. Hein. Je pense que sincèrement, hein, ceux qui me connaissent, ou alors qu'ils aient le courage de venir me le dire, parce qu'après tout, ceux qui me connaissent peuvent très bien venir me le dire, hein, ils peuvent me le dire. Tu n'as pas fait ce qu'il faut. C'est vrai, je reconnais que tu n'as pas fait ce qu'il faut pendant les 30 premières années. Hein, c'est beaucoup, 30 ans. Hein. Mais les 10 dernières années, je pense avoir essayé de me rattraper. Je vous disais donc, la femme que j'avais épousée, était tout à fait identique aux femmes que l'on voit au point de vue caractère, personnalité, travail, aux femmes que l'on voit dans le film Les femmes du 6e étage. Les femmes que l'on voit dans le film Les 6e étage sont tout à fait identiques. Et son village, bien qu'il était dans le nord, son village, dans le film Les femmes du 6e étage, c'est plutôt dans le sud que ça se passe. Moi, la vie de ma femme se passait dans le nord. Hein. C'est-à-dire qu'elle était encore plus dure qu'il y a dans le film, hein, parce que la vie dans le travail de la ferme, c'était. Alors le but de cette vidéo, vous me direz, il est où le but de cette vidéo? D'abord, c'est de me mettre devant un miroir et de me reprocher les reproches que je dois me faire. Alors vous me direz, à quoi servent les reproches? À quoi ils servent les reproches? Ben, je pense que il vaut mieux s'en faire que ne pas s'en faire. Hein? Parce que lorsqu'on se regarde dans le miroir et lorsqu'on se dit, là tu as mal agi, là tu as fait ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Hein? Lorsqu'on a le courage de se dire ça, mais je veux vous dire aussi, ce courage-là, je ne l'ai pas eu qu'à son décès. Ça a commencé quand sa maladie a commencé à s'aggraver. Hein. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais j'ai commencé à me regarder dans le miroir et à me dire, alors pendant qu'on était à la maison tous les deux, hein, où il venait ces aides qui viennent soutenir les gens malades, hein, certainement qu'à ce moment-là, je commettais encore des erreurs. Hein, j'en commettais certainement. Hein. Mais j'essayais. J'avais commencé à essayer. Hein, et j'essayerai toujours. Hein. Alors je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est en m'excusant que quelque chose que je pourrais atteindre un après où je serai peut-être, je vais pas dire récompensé, mais peut-être plus facile, qui passera plus facilement pour moi. Hein. Le but de cette vidéo, c'est de confirmer que la femme que j'ai épousée et que j'avais eu d'abord de rencontrer, que l'Éternel nous avait mis sur le même chemin. Hein. Il m'avait mis, il l'avait mis, il m'avait mis. Nous nous sommes retrouvés un début d'été 1981. Hein. Nous nous sommes retrouvés. Et nous avions décidé de nous marier à la fin de l'année 1981, c'est-à-dire, je
crois, le 21 décembre 1981. Nous sommes donc mariés en Espagne. En Espagne, dans le centre de l'Espagne, pas du tout le sud, mais Saragossa, pour ceux qui connaissent Saragossa. Nous sommes mariés dans cette ville qui en a beaucoup pâti. Bien sûr, elle a pâti du franquisme, comme l'ensemble de l'Espagne. Mais elle avait aussi beaucoup pâti de la guerre à l'époque napoléonienne. Parce qu'à l'époque napoléonienne, la guerre en Espagne avait été très cruelle, très cruelle. Il y a eu beaucoup. L'Espagne, là-bas, dans la région de Saragosse, elle se rappelle plus il y a plus de souvenirs de l'époque napoléonienne que de l'époque qui était contemporaine à l'époque. Hein. C'est comme ça, c'est pas moi. C'était comme ça. Bien sûr qu'il y a eu de très grosses blessures dans cette période franquiste. Bien sûr qu'il y a eu des actions qui n'auraient jamais dû se produire. Et bien sûr. Mais ce film, hein, les femmes du 6e étage, représente pratiquement ma vie. Hein. Sauf que dans le film, les femmes du 6e étage, je me souviens plus le nom du personnage. Je sais que c'est lui, Fabrice, interprète. À la fin, il peut prendre sa voiture et partir en Espagne rencontrer celle de qui il était tombé amoureux. Hein. C'est une très belle histoire. Hein. Moi, à la fin de ma vie, je ne peux pas prendre de voiture pour partir rencontrer celle que je regrette d'avoir commis des erreurs parfois. Je le regrette beaucoup. Je ne peux pas prendre de voiture. Je peux prendre tout simplement un voyage pour l'au-delà, hein, un voyage pour la fin, un voyage pour la mort, j'allais dire. C'est tout ce que je pour essayer de retrouver. Mais je ne cesserai pas de demander pardon à ma femme. C'est sûr que j'ai passé plusieurs années à côté d'elle sans me rendre compte de la femme extraordinaire que j'avais épousée. Je croyais comprendre, mais je ne la comprenais pas. Il a fallu sa maladie d'abord, pour quand on reste tous les deux à côté de l'autre, en se parlant très peu, et puis plus du tout. Hein. Il y a eu la période où on se parlait quelques mots, où nous allions encore, je vous l'ai dit, au bord de la mer, hein, sur la plage du Midi. Après, il y a eu la période où il y a eu la période où nous allions aux îles, hein, une fois aux îles à l'île de Sainte-Marguerite, une fois à l'île Saint-Honorat. Hein. Nous avons eu ces derniers moments passés ensemble. Et ces moments ont été très intenses, très forts. Hein. Et vous remarquerez, si vous écoutez quand je vous mets quelques courts instants de vidéo, que ma femme, vous n'allez pas dire que vous remarquez que ma femme est malheureuse. Non. Hein. Quand quelqu'un est malheureux, il ne parle pas avec la tonalité de voix que ma femme dont elle parlait. Hein. Non. Et moi, je me taisais parce que je savais que c'était les derniers instants, que c'était les derniers moments, et que ça allait s'arrêter. Hein. Je le sentais que ça allait s'arrêter. Donc, je parlais très doucement, parce que j'appréhendais son départ. Hein. Je l'appréhendais plus que tout son départ.
Existe-t-il un moment où on peut se faire pardonner? Existe-t-il un moment où on peut s'adresser à l'être parti et à l'être aimé, hein? Est-ce qu'on peut demander pardon quand la personne est décédée, hein? Est-ce qu'on peut demander pardon? Je ne sais pas, bien entendu, si oui ou non. Je ne sais pas s'il existe des gens qui le savent. Moi, je ne sais pas si on peut demander pardon, hein? Mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on peut demander pardon à l'être décédé, hein? Je pense qu'on peut s'adresser à l'être décédé, parce que j'ai quand même une petite voix intérieure qui me parle, hein. Vous savez que quand on commet une action, on a une sorte de peut-être pas de voix, une sorte de sixième sens, des fois, qui vous dit « c'est pas bien ce que tu fais, ne fais pas ce que tu fais, ne fais pas ce que tu fais, ne fais pas ce que tu fais ». Et là, j'ai une petite voix intérieure, ou un sixième sens qui me dit « demande-moi pardon ». J'ai même l'impression, je vais plus loin que ça, que c'est ma propre épouse qui aspire à ce que je lui demande un peu pardon, pardon de ne pas avoir su te comprendre, pardon de ne pas avoir su te comprendre, hein. Bien sûr, j'avais compris que je l'aimais, que c'était pour moi magnifique de t'avoir épousé, mais ça ne suffisait pas, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. J'aurais dû beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Ouvrir les yeux, hein, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux. Alors je crois sincèrement que on peut demander pardon a posteriori. On peut le faire, hein, on peut le faire. Je pense sincèrement que c'est mieux de le faire même après, que de ne jamais le faire du tout, hein? Jamais demander pardon. Alors, je sais qu'il y en a qui sont tout à fait opposés à cette façon de concevoir, à cette façon de penser, hein? Je le sais parfaitement, hein? J'ai conscience que j'aurais dû le faire avant, hein? J'ai conscience que j'aurais dû le faire avant. Et j'ai parfaitement conscience que j'aurais dû le faire avant. Et que voulez-vous? J'ouvrais pas les yeux. Je vous dis, j'étais comparable au personnage du film, hein, Fabrice Luchini, mais au début, pas après, quand il comprend, hein, qui est là. Moi, je l'ai pas compris, hein. Lui, il a pu partir et aller retrouver celle dont il était tombé amoureux, hein. Partir la retrouver en Espagne, prendre sa voiture, partir, hein. Il a fallu 2 doigts qui ne la retrouvent pas, parce qu'il a failli partir sans savoir où elle était. Heureusement, le mari d'une des femmes, d'une des Espagnoles qui était repartie dans son pays, le mari lui a dit, écoute, ma femme ne comprend pas ce que c'est que les histoires d'amour. Je sais où elle habite, et il y a indiqué où elle habitait, hein. Elle habitait à 20 km, un autre village pas loin, hein. Mais moi, si je pars à Moreda, hein, parce que ma femme habitait Moreda, et elle est enterrée, des circonstances de la vie ont voulu qu'elle soit enterrée ici, hein. Je ne sais pas si elle a été enterrée ici. Je ne sais pas si je pars à Moreda. Je suis sûr de ne jamais pu la rencontrer, hein. Mais quelque chose me dit c'est pas parce qu'elle est décédée qu'elle n'est pas présente à côté de moi, hein. Quelque chose me dit qu'elle est toujours présente à côté de moi, hein. C'est fou la vie. Mais quelque chose me dit qu'elle est toujours présente,
aucune force ne pourra nous empêcher de nous retrouver. Vous savez, l'admirable film Les Visiteurs du Soir, hein, ce film extraordinaire, où à la fin du film, à la fin de l'histoire, ils s'en vont, ils marchent tous les deux dans la forêt ou dans la montagne, je sais plus, enfin en tout cas pas. Ils marchent tous les deux dans un terrain de montagne, on va dire. Et donc le diable les aperçoit, Satan les aperçoit et leur jette un sort. Hein. Il leur dit, vous n'aviez pas le droit, un et l'autre, vous n'aviez pas le droit de tomber amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas possible. Hein. Je veux pas que vous vous aimiez. Je veux pas que vous vous aimiez. Je veux pas que vous vous aimiez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur jette un sort. Il leur jette un sort. Et il semble assez content, hein, parce qu'il se dit, ça y est, j'ai réussi mon coup. Ils ne pourront pas s'aimer, hein, ils ne pourront pas s'aimer. Mais quand il y a le grand silence, qui est là, et il entend, quand il s'approche près d'eux, il échange en Voilà bien le silence que j'aime. Le silence de mort. Qu'est-ce que c'est? Quel esprit? Et c'est leur cœur que j'entends. Leur cœur qui bat, qui ne cesse de battre, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. Il échange en statue de pierre. Il est content parce qu'il a les deux êtres, il les a punis. Hein, les deux amoureux, ils ont été punis et ils sont transformés en statue de pierre. Satan entend un bruit, des sons bizarres et s'approche de la statue et il entend pom-pom, 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 pom-pom. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les deux personnes, malgré qu'ils aient été transformés en statue de pierre, ils continuent de s'aimer et rien ne peut les empêcher. J'espère qu'une chose, c'est que malgré que nous ayons été séparés par l'amour, hein, séparés parce qu'elle est partie et que moi je suis toujours là, hein, hélas, eh bien quelque chose se produira et nous serons jamais, nous nous retrouverons réunis à jamais. C'est ça que j'espère. C'est ça que j'espère, que nous soyons un jour réunis pour l'éternité. Et comme le disait Victor Hugo, les âmes qui s'aiment se retrouvent de l'autre côté. Voilà ce que j'espère le plus. Hein. C'est vraiment ce que j'espère le plus fort de mon être. Hein. J'espère vraiment que nous nous retrouverons dans l'autre versant. Hein. J'espère vraiment ça. Je vous remercie. Ah, regarde, il y a du son. Attends, je vais prendre les lunettes parce que ça m'a coupé. Il est... Comment on dit? Je me rappelle plus. C'est moi que mon père parle. Alors elle coupait là où il est ça. Et après, il mettait des trucs comme ça dans le bois. Et elle les entourait.
jusqu'à qu'elle prenne racine, et voilà, après ça grandissait et ça devenait des arbres. Là, ils sont tantôt, mais ils sont tordus.